Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revisiter avec vous ce qu'on appelle le chemin noble ou le chemin octuple. Cette capsule sera un peu plus longue que les précédentes. Le chemin noble est une voie riche qui mérite parfois un peu plus de temps et je vous invite à la parcourir à votre rythme. Rien n'oblige à tout explorer en une seule écoute. Vous pourrez y revenir autant de fois que nécessaire, car certaines compréhensions ne se transmettent pas uniquement par les mots, elles mûrissent peu à peu au fil de notre propre expérience. Alors, le chemin noble ou chemin octuple est l'un des enseignements majeurs de la philosophie bouddhiste. Et comme toute grande tradition de sagesse, elle propose effectivement une carte du réel. Or, une carte peut éclairer notre chemin, mais elle peut aussi devenir une limite lorsque nous finissons par confondre la carte et le territoire lui-même. Le Bouddha parle de vision juste, de pensée juste, de parole juste, d'action juste, etc. Mais juste, de quel point de vue? Selon une morale? Selon une religion? Selon une philosophie? Selon une culture? Si nous cherchons la réponse uniquement dans les cadres proposés par les différentes traditions, nous risquons vite de nous y perdre. Car chaque tradition, chaque culture, chaque époque peut proposer sa propre définition de ce qui est juste. Alors, existe-t-il une justesse plus profonde, indépendante de nos croyances, de nos conditionnements et de nos représentations du monde? Aussi, la tradition bouddhiste présente souvent ce chemin comme une voie de libération de la souffrance. Je pense que cette perspective, effectivement, est profondément riche. Mais aujourd'hui, je vous propose simplement d'en explorer un autre point d'entrée. Plutôt que de partir de la souffrance pour tenter d'atteindre la paix, je vous invite à partir de l'observation du vivant. En effet, observer avec lucidité ce qui en nous est déjà profondément vivant, puis lui laisser simplement plus de place. Et constater alors que sans effort particulier, une part de la souffrance perd progressivement de son emprise, non parce que nous l'avons combattue, ni parce que nous aurions cherché à devenir parfaits en suivant des règles, mais parce qu'en laissant le vivant reprendre sa juste place, ce qui était déséquilibré retrouve peu à peu son équilibre. Le mot juste, qui accompagne chacune de ces 8 qualités, ne signifie d'ailleurs pas seulement correct. Dans les langues anciennes, il évoque aussi ce qui est cohérent, harmonieux, équilibré et ajusté. Et si le juste n'était pas une règle ou une discipline à appliquer, ni même une manière d'être moralement correct, mais une qualité du vivant qui retrouve naturellement sa place. Une justesse qui ne s'impose pas de l'extérieur, mais qui émerge progressivement de l'intérieur avec l'alignement. Peut-être que le juste n'est pas quelque chose que l'on décide, mais quelque chose que l'on apprend peu à peu à reconnaître en soi. C'est dans cet esprit que je vous propose d'explorer ces 8 qualités, non pour adopter une nouvelle croyance, mais comme une invitation à observer notre propre fonctionnement dans notre quotidien particulièrement. Traditionnellement, ces 8 qualités sont regroupées en 3 dimensions. La sagesse, apprendre à voir, comprendre et orienter notre intention. La conduite éthique, laisser notre parole, nos actions et notre manière de vivre refléter cette compréhension. Et la pleine conscience, cultiver une présence stable grâce à l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Ces 3 dimensions ne sont pas séparées, à mon humble avis. Elles se nourrissent mutuellement et nous invitent pas à pas à retrouver une manière plus consciente et plus cohérente et donc plus vivante d'habiter ce monde. La première qualité proposée par le chemin noble est la vision juste, que l'on peut aussi traduire par compréhension juste. Pour moi, il ne s'agit pas de voir le monde comme il devrait être. Il s'agit plutôt d'apprendre à le voir un peu plus clairement. Voir plus clairement, c'est dépasser les apparences.
les projections et les interprétations automatiques, qui naissent souvent de nos blessures, de nos croyances ou de notre histoire. C'est pouvoir se demander dans une situation, sincèrement, qu'est-ce que je vois réellement là? Qu'est-ce que je projette sur cette situation? Car notre regard est naturellement influencé par nos expériences, nos conditionnements et tout simplement par l'endroit d'où nous observons les choses. Prenons un exemple très simple que j'ai illustré sur cette diapo à droite. Imaginons une voiture accidentée. Vue d'un côté, elle paraît tout à fait intacte. Vue de l'autre côté, elle semble gravement endommagée. La tôle froissée. La personne qui observe le côté intact pourra affirmer avec toute sincérité: «Oh, cette voiture est en parfait état». Et l'autre personne placée du côté cabossé dira avec tout autant de sincérité: «Cette voiture est gravement endommagée de mon point de vue». Mais les 2 ont raison. Les 2 points de vue sont OK. Et pourtant, aucun des 2 ne voit la totalité de la situation. En effet, la compréhension ne naît pas en choisissant un camp, mais en élargissant son regard, en se plaçant au-dessus de la situation où nous pouvons avoir accès à tous les angles de vue. Lorsque nous prenons un peu de recul, une compréhension plus vaste devient possible. Nous découvrons alors que la réalité est souvent plus nuancée que ce que nous percevions au départ. La vision juste ne consiste pas à imposer son point de vue, ni à démontrer que l'autre aurait tort. Elle nous invite plutôt à nous poser quelques questions très simples. Que suis-je réellement en train de voir? Qu'est-ce que je ne vois pas encore dans cette situation? Qu'est-ce qui influence ou qui influence ma manière de regarder cette situation? Et quel autre angle pourrait enrichir ma compréhension? Le simple fait de se poser ces questions permet de rendre la situation plus claire à notre conscience. Avoir ces questions en tête dans une situation, et en le faisant régulièrement, cela devient très naturel. Cela nous permet aussi d'éviter de rentrer dans des débats d'opposition pour affirmer notre propre point de vue. Parfois, cela peut nous faire perdre beaucoup d'énergie et nous empêche d'être dans l'action juste véritablement. Ainsi, 3 compréhensions deviennent plus évidentes. Premièrement, tout est en mouvement. Deuxièmement, notre regard est toujours partiel et peut gagner plus en profondeur. Et troisièmement, le vivant dépasse souvent toutes nos certitudes apparentes et nous présente subtilement des leçons d'humilité à intégrer. Oui, car développer une vision juste, c'est aussi apprendre à distinguer les faits de nos interprétations et à reconnaître les filtres de l'ego blessé qui colorent notre perception dans l'instant. Alors les jugements laissent progressivement place à une compréhension plus juste des événements. Nous comprenons que plusieurs regards peuvent contenir une part de vérité sans pour autant épuiser la réalité elle-même. La sagesse naît souvent lorsque nous acceptons de quitter notre seul point de vue pour contempler un paysage bien plus vaste. Alors peu à peu, la séparation s'atténue et une compréhension plus profonde peut émerger. La deuxième qualité proposée par le chemin noble est la pensée juste. On la traduit parfois par intention juste, aspiration juste ou encore orientation juste de l'esprit. La question principale à se poser est celle-ci: depuis quel espace intérieur suis-je en train de penser? Car toutes nos pensées ne naissent pas du même endroit. Certaines prennent naissance dans la peur, certaines prennent naissance dans le manque, ou bien le besoin d'avoir raison, le besoin de contrôler, et d'autres émergent d'un espace beaucoup plus vaste, où la compréhension devient plus importante que le jugement. La pensée juste n'est pas donc simplement une pensée positive,
et ni même une pensée imposée. C'est une pensée qui cherche avant tout à comprendre avant de conclure. Elle accepte de remettre en question ses certitudes. Elle reste ouverte à ce qu'elle ne voit pas encore suffisamment. Elle ne cherche pas à vaincre un adversaire, mais à élargir sa compréhension du réel. Autrement dit, la pensée juste consiste moins à produire plus de pensées qu'à laisser émerger des pensées plus cohérentes avec le vivant. Lorsque nous sommes alignés, ou lorsque nous sommes de plus en plus alignés à la source une, progressivement, certaines intentions perdent naturellement leur force. La volonté de dominer, la volonté de manipuler, de nuire ou de chercher uniquement son intérêt personnel dans la situation, à leur place apparaissent spontanément la bienveillance, la véritable bienveillance, la compassion, la lucidité, la curiosité, le discernement, la créativité et le désir de contribuer à quelque chose de plus vaste que soi dans le désintéressement le plus total. La pensée devient alors un véritable pont entre notre compréhension du monde et les actes que nous poserons ensuite. Il y a 4 poisons qui éloignent de la pensée juste. Le jugement, qui ferme le cœur et obscurcit la vérité. La critique, qui blesse et qui divise. La confusion, qui embrouille l'esprit et qui épuise l'énergie. Et l'ego négatif, finalement, qui est relié à ces 3 premiers poisons, qui cherche à avoir raison plutôt qu'à comprendre. Et alors, penser plus haut, penser plus loin, penser plus vaste, permet de révéler l'unité du vivant. Après la vision juste qui nous aide à voir plus clairement et la pensée juste qui nous apprend à penser avec davantage de discernement, vient tout naturellement la parole juste. Car nos paroles sont souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avant même d'être prononcés, les mots traversent notre regard, nos pensées, nos émotions et nos intentions. La parole juste ne consiste donc pas seulement à dire la vérité. Elle consiste à laisser la vérité passer à travers un cœur suffisamment ouvert pour qu'elle puisse être entendue. Il est parfois possible d'avoir raison, tout en blessant profondément l'autre. À l'inverse, vouloir éviter tout conflit peut parfois conduire aussi à taire une vérité importante. La parole juste cherche un autre chemin. Cette réflexion fait d'ailleurs écho au célèbre trois tamis de Socrate, que j'aimerais prolonger ici. Avant de parler, nous pouvons nous demander: est-ce vrai? Autrement dit, est-ce quelque chose que j'ai réellement vérifié ou expérimenté par moi-même, plutôt qu'une simple croyance, une rumeur, une interprétation ou encore une projection? Est-ce bon ou bien ce que je dis? Est-ce que ma parole prend soin du vivant? Non pas par complaisance, en disant simplement ce que l'autre aimerait entendre, mais par une bienveillance authentique, capable aussi de dire une vérité lorsqu'elle aide à grandir. Est-ce utile? Mais aussi, je prolonge ces trois tamis de Socrate par est-ce le bon moment? Et encore, depuis quel espace intérieur suis-je en train de parler? La philosophie bouddhiste invitait déjà à s'abstenir du mensonge, de la médisance, des paroles agressives ou blessantes ou du bavardage inutile. Et derrière ces recommandations se cache peut-être une compréhension plus profonde. Certains mots représentent de véritables poisons, car chaque mot posé laisse une empreinte. C'est pourquoi la parole juste ne cherche pas seulement à être vraie, elle cherche aussi à être une parole qui honore le vivant. Chaque parole laisse une empreinte. Les mots transportent bien plus que des informations, ils transportent aussi une fréquence, comme je l'évoquais déjà dans une précédente vidéo. Les mots peuvent enfermer une personne dans une identité ou l'aider à retrouver ce qu'elle est au-delà de cette identité. Parler juste ne signifie donc pas dire tout ce que l'on pense, cela signifie apprendre à laisser nos paroles
servir la vie plutôt que notre besoin d'avoir raison. Et il en est de même pour ce qu'on écrit, puisque l'écriture est un prolongement de ce que l'on peut dire. Et il arrive même que la parole la plus juste soit le silence, non pas un silence qui fuit ou qui évite, mais un silence habité, qui écoute profondément, dans la compréhension juste avant de répondre. Car écouter est déjà une manière de parler au vivant. Lorsque nos paroles deviennent cohérentes avec ce que nous voyons et ce que nous pensons, elles cessent d'être de simples réactions impulsives. Elles deviennent naturellement le point de départ d'une action juste, que nous découvrirons dans la prochaine étape. Finalement, une parole juste naît naturellement lorsque notre regard devient plus clair, que notre pensée s'ouvre davantage. Ainsi, les mots ne servent plus notre ego blessé, ils deviennent une parole qui éclaire plutôt qu'elle n'accuse, une parole qui rassemble plutôt qu'elle ne divise, et une parole qui honore le vivant, en soi comme chez les autres. Après avoir abordé la vision, la pensée et la parole juste, vient tout naturellement l'observation de l'action juste. Car nos actions ne surgissent jamais de nulle part. Elles sont le prolongement de notre manière de voir, de penser et de parler. Autrement dit, nous n'agissons jamais indépendamment de notre état de conscience. La philosophie bouddhiste invitait à s'abstenir de tuer, de voler, de tromper ou d'utiliser sa sexualité d'une manière qui blesse autrui. Ces recommandations ont souvent été comprises comme des règles morales, mais elles peuvent aussi être vues comme l'expression d'un principe beaucoup plus profond. Une action juste est une action qui respecte tout simplement la vie, en soi, chez les autres et dans le monde. Avant d'agir, il devient alors possible de prendre un instant, de s'arrêter et d'observer plus clairement la situation, d'écouter ce qui se passe en soi, puis de choisir consciemment la réponse la plus juste. Entre la réaction qui blesse et l'action qui élève, il existe un espace de conscience. C'est un espace qui naît de notre liberté de choisir. Une réaction est souvent impulsive lorsqu'elle naît de la peur, de la colère, de l'habitude, de nos blessures ou du besoin d'avoir raison. Et lorsqu'une action est juste, au contraire, elle ne cherche pas simplement à réagir, elle choisit de répondre. Elle naît d'un espace intérieur calme, lucide, libre. Elle ne cherche pas seulement à atteindre un résultat, elle ne se demande pas seulement que vais-je faire. Elle se demande aussi quelle empreinte mon action va-t-elle laisser si je le fais. Va-t-elle nourrir plus de séparation ou plus d'unité? Va-t-elle nourrir plus de souffrance ou plus de compréhension? Va-t-elle nourrir plus de contrôle ou davantage de vie? L'action juste ne signifie pas toujours agir avec douceur. Il est parfois juste de poser une limite ferme, de dire non, de protéger, de réparer ou même d'intervenir avec fermeté lorsque cela est nécessaire. Mais cette fermeté ne naît plus de la colère, c'est une fermeté bienveillante. Elle naît d'une conscience qui cherche à protéger le vivant plutôt qu'à détruire celui qui semble lui faire obstacle. Finalement, lorsque notre regard s'éclaire, lorsque notre pensée s'ouvre et que notre parole s'aligne, nos gestes cessent d'être de simples réactions. Ils deviennent l'expression naturelle d'une présence dans l'action juste. Une présence qui contribue pas à pas à davantage de paix, de confiance et d'harmonie dans le monde. Venons-en maintenant aux moyens d'existence juste, c'est-à-dire la manière dont nous contribuons au monde par notre façon de vivre et de travailler. Le Bouddha mettait déjà en garde contre certaines activités fondées sur la violence, l'exploitation, le commerce des êtres vivants, les substances qui rendent dépendants ou encore les poisons. Mais derrière ces exemples se cache, là encore,
une compréhension plus universelle. La véritable question n'est peut-être pas quel métier est juste pour moi, mais plutôt ce que je fais nourrit-il le vivant ou contribue-t-il à l'épuiser? Car notre activité n'est jamais seulement un moyen de subvenir à nos besoins. Elle est aussi une manière de laisser une empreinte dans le monde, non pas celle que notre mental cherche à produire, mais celle qui émane naturellement de ce que nous sommes. Chaque jour, par nos choix, nous participons à créer la société dans laquelle nous vivons, et ce, quel que soit le métier que nous exerçons, quelle que soit l'activité que nous faisons. Un moyen d'existence juste est une manière de contribuer au monde qui respecte la dignité du vivant. Il ne cherche pas à exploiter la peur, la souffrance, la faiblesse ou l'ignorance des autres. Il ne s'enrichit pas en séparant, en manipulant ou en détruisant. Il cherche au contraire à nourrir la confiance, la coopération, la connaissance, la santé, la paix. Et bien sûr, aucun métier n'est parfait. Et ce n'est pas toujours l'intitulé d'une profession qui fait sa justesse. Deux personnes peuvent exercer exactement le même métier. L'une peut agir dans une logique de domination, de contrôle ou de profit à tout prix, alors que l'autre peut exercer cette même profession avec intégrité, avec respect, avec responsabilité, avec patience et amour du travail bien fait. La différence ne réside donc pas uniquement dans ce que nous faisons, mais aussi dans la manière dont nous le faisons et surtout dans l'intention qui nous anime. Ceci est valable quel que soit le domaine, et cette réflexion vaut tout autant pour les activités dites spirituelles. Le spirituel n'échappe pas à l'éthique. Peut-être même y est-il appelé avec une vigilance encore plus grande. Cette exigence n'est pas une contrainte supplémentaire. Elle est simplement à la mesure de la confiance que l'autre nous accorde. Car accompagner un être humain, transmettre ou enseigner, c'est entrer parfois très profondément dans son espace intérieur. Cela demande beaucoup d'humilité, de discernement et une profonde vigilance. Ne jamais se placer au-dessus de celui que l'on accompagne. Lorsque la recherche de pouvoir, de reconnaissance, de contrôle ou de profit prend le pas sur le service, la transmission perd peu à peu sa justesse. Et à l'inverse, lorsqu'elle favorise la liberté intérieure, le discernement, l'autonomie, la responsabilité de chacun, elle devient naturellement un prolongement du chemin. La véritable transmission ne cherche pas à être suivie, elle cherche à rendre chacun capable de marcher par lui-même. Autrement dit, elle ne crée pas de disciples, elle accompagne des êtres humains vers plus de liberté, de conscience et de vie. Et il en est aussi de même lorsque nous choisissons de soutenir une cause. Servir une cause juste ne consiste pas à adhérer aveuglément à une idée, à un mouvement, à une association ou une organisation, même lorsqu'ils paraissent animés des meilleures intentions. Une cause n'est pas juste parce qu'elle paraît juste. Elle peut sembler juste en surface, tout en nourrissant, parfois à son insu, la division, la peur ou la dépendance. Elle devient juste lorsque sa finalité, les moyens qu'elle emploie et les effets qu'elle produit demeurent cohérents entre eux et dans toutes leurs dimensions. La justesse demande toujours du discernement. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, dans tout domaine, dans tout métier, dans toute activité. Nous sommes invités alors à nous poser quelques questions simples. Mon activité est-elle en accord avec ma conscience? Respecte-t-elle la dignité du vivant en moi, chez les autres et dans le monde? Ce que je contribue à créer rend-il le monde un peu plus habitable? Et finalement, lorsque notre manière de vivre est une expression de ce que nous sommes profondément, les moyens d'existence s'alignent et ainsi notre activité cesse d'être un simple moyen de vivre, voire même parfois de survivre. Elle devient une manière de prendre soin du vivant et de participer humblement et à notre mesure à l'évolution du monde. Lorsque notre manière de vivre s'aligne profondément avec notre conscience,
l'abondance cesse d'être quelque chose que l'on poursuit. Elle devient simplement une circulation naturelle, une circulation de vie, d'énergie, de confiance, de créativité, de relations, de temps et parfois aussi d'argent. Car l'argent n'est pas la source de l'abondance. Il peut simplement en devenir l'une des formes lorsqu'elle circule librement. Je ne vais pas développer davantage mon angle de vue sur l'abondance ici, je le ferai lors d'une prochaine vidéo peut-être. Le chemin nous conduit maintenant vers une autre qualité essentielle, la qualité de l'énergie que nous mettons dans ce que nous faisons. Cela s'appelle l'effort juste. Mais le mot effort peut parfois prêter à confusion. Il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas non plus de lutter contre soi-même. L'effort juste n'est ni une tension permanente, ni une volonté de devenir parfait. C'est une énergie consciente, orientée avec discernement. La philosophie bouddhiste invitait déjà à cultiver ce qui favorise l'équilibre et à laisser progressivement s'éteindre ce qui entretient la confusion ou la souffrance. Autrement dit, il nous invite à devenir attentifs à ce que nous nourrissons jour après jour. Notre énergie nourrit toujours ce à quoi nous choisissons de la donner. Nous pouvons nourrir nos peurs ou notre conscience. Nous pouvons nourrir nos blessures ou bien notre capacité à les traverser, nos jugements ou notre compréhension, nos habitudes inconscientes ou bien notre liberté intérieure. Nous avons toujours le choix. À mon humble avis, l'effort juste consiste à orienter notre énergie vers ce qui nous fait grandir, vers ce qui fait grandir la vie en nous. Il nous invite à trouver un équilibre. Trop d'efforts conduit à l'épuisement, pas assez d'efforts conduit à l'inertie. Et entre les deux existe un espace où la persévérance devient légère, une discipline qui ne naît pas de la contrainte, mais de l'amour de ce que nous voulons voir grandir. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit simplement de revenir encore et encore à ce qui est juste. Chaque fois que nous nous égarons, nous pouvons revenir. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous relever. Chaque fois que nous oublions, nous pouvons nous souvenir. L'effort juste n'est donc pas une performance, c'est une fidélité à notre cœur, une fidélité à notre conscience, une fidélité à ce qui nous paraît profondément juste, une fidélité à la direction, le nord vrai que nous choisissons de donner à notre existence. Et finalement, l'effort juste n'est pas celui qui épuise, c'est celui qui nous rend progressivement plus vivants. Car ce n'est pas l'intensité de nos efforts qui transforment une vie, c'est leur cohérence, leur régularité et la qualité de la présence que nous y mettons, autrement dit, c'est notre alignement qui fait l'effort juste. Maintenant, intéressons-nous à l'attention juste. Le Bouddha invitait déjà à observer avec attention le corps, les sensations, les pensées et les états intérieurs. Mais derrière cette pratique se cache aussi peut-être une compréhension plus profonde. En effet, notre attention est l'une des forces les plus créatrices qui soient. Ce sur quoi nous portons durablement notre attention finit presque toujours par se développer dans notre vie. Notre attention oriente notre énergie. Là où elle se pose, notre énergie la suit. Ce qu'elle éclaire, elle le nourrit. Ce qu'elle nourrit, elle le fait grandir. C'est pourquoi l'attention juste ne consiste pas seulement à être présent, elle consiste aussi à choisir consciemment ce que nous décidons de nourrir. Chaque jour, notre attention est sollicitée de toutes parts, par le flot incessant d'informations souvent anxiogènes, par les réseaux sociaux lorsqu'ils captent notre attention sans nourrir réellement le vivant, les distractions, les peurs, les conflits, les jugements, ou encore les scénarios que notre mental construit sans cesse. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons passer une grande partie de notre vie à nourrir ce que nous ne souhaitons pourtant pas voir grandir.
L'attention juste nous invite alors à reprendre doucement les rênes de notre regard, non pas en niant ce qui est difficile, mais en choisissant de ne pas laisser notre conscience être continuellement capturée par ce qui disperse, divise ou épuise. Elle nous invite aussi à observer notre corps, observer nos émotions, observer nos pensées, observer nos réactions, non pour les juger, mais pour mieux les comprendre, car ce que nous observons avec une présence véritable commence souvent à se transformer naturellement. L'attention juste n'est donc pas une hypervigilance. Ce n'est pas non plus une tension permanente. C'est une qualité de présence et une disponibilité intérieure, une manière d'habiter pleinement ce qui est déjà là, sans se laisser emporter automatiquement par chaque pensée, chaque émotion ou chaque distraction. Être dans l'acceptation de ce qui est, et petit à petit, nous découvrons que nous pouvons choisir où poser notre attention. Et ce choix change profondément notre manière de vivre. Nous cessons peu à peu d'arroser, souvent sans même nous en rendre compte, les mauvaises herbes de notre jardin intérieur. Et nous apprenons à cultiver ce que nous souhaitons réellement voir fleurir, puis porter du fruit. Notre attention ressemble bien à un jardin. Ce que nous arrosons grandit, ce que nous cessons d'arroser perd peu à peu de sa force. Et finalement, l'attention juste est peut-être cela. L'attention est la porte d'entrée de toutes nos expériences. Là où elle se pose, notre énergie la suit. Choisir instant après instant de tourner notre regard vers ce qui nourrit le vivant éclaire la vérité et ouvre davantage notre conscience. Car au fond, notre vie ressemble souvent à ce à quoi nous avons choisi de prêter attention. Venons-en maintenant à une dernière qualité sur ce chemin, la concentration juste. Le Bouddha parlait de samadhi, un terme que l'on traduit souvent par concentration, recueillement ou méditation profonde. Mais la concentration juste ne consiste pas seulement à fixer son attention sur un objet, ni chercher à faire le vide dans son esprit. La concentration juste n'est pas un effort de crispation. C'est une présence stable, une disponibilité profonde, une capacité à demeurer pleinement avec ce qui est essentiel. Dans la tradition bouddhiste, cette étape pouvait être cultivée notamment par la méditation, la respiration ou différentes pratiques contemplatives. Mais à mon humble avis, ces pratiques ne sont pas une fin en elles-mêmes. Elles sont des chemins possibles qui conduisent progressivement vers un esprit plus apaisé. En effet, un esprit dispersé consomme énormément d'énergie. Il saute sans cesse d'une pensée à une autre, d'une émotion à une autre, d'une sollicitation à une autre. Et à l'inverse, un esprit calme, apaisé, retrouve une plus grande simplicité et surtout de la lucidité. Et ainsi, il devient plus disponible pour accueillir le réel tel qu'il est. La concentration juste n'est donc pas une manière de se couper du monde. Elle est une manière d'y être pleinement présent. Chaque fois que nous revenons consciemment à ce que nous faisons, à la personne qui est devant nous, à notre respiration ou simplement à l'instant présent, sans même méditer pendant des heures, nous renforçons peu à peu cette capacité d'unification. Finalement, la concentration juste n'est peut-être rien d'autre que cela. Habiter pleinement l'instant avec un esprit rassemblé, un cœur ouvert et une conscience disponible. Quoi qu'on fasse. Finalement, la concentration juste n'est pas la 8e qualité qui s'ajoute aux 7 autres, elle en est le fruit. Et c'est peut-être pour cette raison que le Bouddha place cette qualité à la fin du chemin, car elle ne s'obtient pas en la recherchant directement. Elle émerge naturellement lorsque les 7 premières qualités commencent à prendre racine dans notre manière de vivre. Le chemin n'aboutit donc pas seulement à une meilleure concentration, il conduit à une conscience plus unifiée, une présence plus libre et une manière d'habiter le monde en profonde cohérence avec le vivant.
Et c'est sur cet aspect que j'aimerais insister sur cette dernière diapo proposée ici, en parlant de l'art de l'or intérieur. Nous avons parcouru ensemble les 8 qualités du chemin noble. Ces 8 qualités ne sont pas 8 règles à appliquer, elles sont 8 invitations à laisser émerger progressivement une manière plus consciente d'habiter le monde. À mesure que notre regard s'éclaire, que nos pensées s'apaisent, que nos paroles deviennent plus vraies, que nos actions s'alignent naturellement et que notre présence s'unifie, quelque chose de plus profond se révèle. Nous cessons peu à peu de vivre uniquement depuis nos conditionnements, nos peurs ou nos automatismes. Un espace plus vaste, plus libre et plus paisible s'ouvre en nous. C'est peut-être cela que les traditions ont appelé la libération. Non pas fuir le monde, ni s'échapper de la souffrance, mais cesser progressivement d'être prisonnier de ce qui nous éloigne de notre nature profonde. Lorsque ces 8 qualités commencent à s'accorder véritablement entre elles, elles cessent d'être des efforts séparés ou des disciplines à suivre. Elles deviennent une manière d'être. C'est ainsi que j'aime comprendre l'or intérieur, l'expression de l'or intérieur, non pas comme quelque chose à atteindre, mais comme une qualité profonde de notre être qui commence à rayonner lorsque ces 8 dimensions s'unifient. Alors apparaît un regard en or, ce regard dont la clarté éclaire sans juger. Une pensée en or, la pensée créatrice et lumineuse. Une parole en or, celle qui porte la paix et l'unité. L'action en or, une action profondément alignée avec le vivant. Des moyens d'existence en or, c'est-à-dire une manière de créer, d'échanger et de recevoir où l'abondance circule naturellement. Un effort en or, c'est-à-dire celui toujours inspiré, constant et harmonieux. Une attention en or, celle qui est vaste, paisible et consciente. Et enfin, une concentration en or, un esprit unifié, calme et puissant. Et peut-être est-ce cela finalement l'art de l'or intérieur. Non pas chercher la lumière, mais laisser peu à peu notre manière d'être devenir lumière. Peut-être qu'au fond, le chemin en or n'est pas le chemin lui-même, il est la qualité des pas sur le chemin. Car lorsque chaque pas naît de la lucidité, du discernement, de la présence et du respect du vivant, alors le chemin devient lui-même lumière. Merci pour votre écoute.